Hollywood était un endroit secret au milieu du 20e siècle. De nos jours, le complexe des nouvelles du divertissement, Internet, les paparazzis et les réseaux sociaux rendent difficile pour les célébrités et leurs agents de contrôler le récit. S'il y a des drames en coulisses sur le plateau d'un film, le public en entendra probablement parler presque en temps réel. Des années 1920 aux années 1960, les studios contrôlaient strictement et farouchement la diffusion des informations provenant de leurs plateaux de tournage, loges et bureaux. Les nouvelles sur les disputes de stars de cinéma, les effondrements et les problèmes de santé devenaient matière à rumeurs. Mais le vieux Hollywood était, bien sûr, tout aussi enclin au scandale que le show business contemporain. Beaucoup des stars les plus célèbres et adorées de l'âge d'or d'Hollywood, qui remplissaient les théâtres, se sont retrouvées écartées des grands films pour des raisons qui pourraient fâcher, contrarier ou attrister les fans contemporains. Voici quelques anecdotes du showbiz qui se sont avérées vraies. Des acteurs tragiquement et de façon choquante renvoyés de films. Laurence Olivier n'était pas assez bon. Laurence Olivier est presque universellement considéré comme l'un des meilleurs acteurs du XXe siècle. S'étant élevé à travers le monde théâtral du Royaume-Uni, les plus grands prix de théâtre de ce pays portent son nom, et il a été anobli par la reine Élisabeth II pour ses services rendus aux arts. Il obtiendrait finalement 11 nominations aux Oscars en compétition, remportant le prix pour son interprétation dans son adaptation autoréalisée du Hamlet de William Shakespeare en 1948. Mais toutes ces distinctions sont venues bien plus tard dans la carrière d'Olivier. Au début des années 1930, Olivier s'est lancé dans le cinéma, décrochant des rôles dans des films comme Friends and Lovers, The Yellow Ticket et Queen Christina, un biopic sur le monarque suédois du XVIIe siècle. Olivier était nouveau dans le cinéma et son absence de réputation le précédait. La star de Queen Christina, Greta Garbo, avait accepté le casting d'Olivier comme premier rôle romantique, Don Antonio. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avec Garbo, et je n'étais tout simplement pas à la hauteur. Je n'étais pas assez bon pour elle, a déclaré Olivier plus tard dans une interview télévisée. Mais elle était une maîtresse absolue de son métier, et elle était une grande figure et avait une image énorme auprès du public. John Gilbert, le co-vedette fréquent de Garbo durant son époque du cinéma muet, finirait par incarner Don Antonio. Joan Crawford a été tellement harcelée qu'elle est tombée malade. Chut. Sweet Charlotte, un thriller de 20th Century Fox de 1964 sur une femme rendue folle par des secrets de famille, devait mettre en vedette Bette Davis et Joan Crawford. Ils avaient auparavant partagé l'affiche dans le film d'horreur également kitsch de 1962. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Tout comme leurs personnages dans ce film étaient des rivaux violents, Davis et Crawford ressentaient une animosité similaire l'une envers l'autre. Pendant la production de Chut, chère Charlotte, Davis se plaignait fréquemment et bruyamment de Crawford, à son visage et à l'équipe. Par exemple, Davis critiqua le travail de personnage de Crawford au milieu d'une répétition avec le réalisateur Bob Aldrich. Crawford restait dans sa loge autant que possible. Elle intériorisait le stress au point de tomber malade et s'éloigna du tournage lorsqu'elle fut hospitalisée au Cedars of Lebanon Hospital à Los Angeles. La production de Hush, Sweet Charlotte, continua du mieux qu'elle put sans l'une de ses stars. Fox risquait de perdre 50 000 $ chaque jour où l'hospitalisation de Crawford entraînait des retards, et l'assureur du film a lancé un ultimatum au cinéaste. L'ancienne est devenue la solution, avec Olivia de Havilland embauchée à l'instigation de Davis. Crawford a appris qu'elle avait été renvoyée lorsque la chroniqueuse de potins hollywoodien, Dorothy Manners, lui a téléphoné dans sa chambre d'hôpital et lui a demandé ce que ça faisait d'être renvoyée et remplacée. Clara Bow a demandé à être renvoyée après un procès horrible. L'image populaire et durable d'une jeune femme américaine indépendante dans l'ère du jazz des années 1920, communément appelée flapper, est en grande partie grâce à Clara Bow. Connue comme l' It Girl de Hollywood à l'époque, cet acteur tendance et symbole sexuel était un attrait pour le box-office dans l'industrie cinématographique muette et du début du cinéma, jouant dans des dizaines de films, y compris True to the Navy, Her Wedding Night, Love Among the Millionaires et Wings, le premier gagnant de l'Academy Award pour le meilleur film. Bow céda le contrôle de sa vaste fortune à Daisy DeVoe, sa secrétaire.
Beau licencia DeVoe, qui réagit en volant 20 000 $, des documents financiers, des lettres et des bijoux de l'actrice. Ce procès n'a pas eu lieu, mais un procès dramatique a eu lieu. Les habitudes de dépenses de Beau ont été révélées lors du procès, tout comme des extraits de lettres très personnelles volées par DeVoe, qui ont été présentés comme preuve. Beau a été admise au sanatorium de Glendale, un hôpital psychiatrique, en mai 1931. À sa demande, et présentée publiquement comme une décision mutuelle, Paramount a renvoyé Beau de son prochain film, City Streets. Beau se retira du cinéma et alla vivre dans le ranch de son mari, l'acteur Rex Bell, au Nevada. George C. Scott arriva en retard après des dizaines de rôles principalement dans des épisodes individuels de séries télévisées et d'anthologies. George C. Scott semblait prêt à consolider son important passage d'acteur de personnage du petit écran à acteur principal du grand écran au milieu des années 1960, après avoir percé en tant qu'un Turgidson dans la comédie satirique sur la guerre froide de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, qui a reçu plusieurs nominations aux Oscars. Scott était prêt à jouer aux côtés d'Audrey Hepburn dans la comédie de braquage de 1966, Comment voler $1 million. Le réalisateur de ce film, William Wyler, était l'un des cinéastes les plus estimés et influents d'Hollywood, un lauréat à 3 reprises de l'Oscar du meilleur réalisateur. Wyler accordait beaucoup d'importance à la ponctualité sur ses projets. Le tout premier jour de tournage, Scott est arrivé avec 1 heure de retard sur le plateau. Wyler a dit au producteur Lawrence Turman, selon les mémoires de ce dernier, « Alors tu veux être producteur? Je l'ai renvoyé immédiatement. Le studio est devenu fou. Ils m'ont supplié de reconsidérer, mais je suis resté ferme. » Spencer Tracy s'est enivré et est devenu insistant. Fox Film Corporation a produit le film d'horreur de 1935, L'Enfer de Dante, inspiré par le poème narratif du 14e siècle, La Divine Comédie, avec dans le rôle principal l'opérateur de foire moralement flexible Jim Carter, l'acteur sous contrat Spencer Tracy, apparaissant dans son 25e film pour Fox depuis 1930. Quelques années avant ses victoires consécutives aux Oscars, du meilleur acteur pour Capitaine Courageux et Des hommes sont nés, Tracy n'avait pas encore beaucoup d'influence dans le milieu du cinéma, mais il a quand même essayé d'effectuer des changements sur le plateau de Dante's Inferno, insistant pour que les cinéastes réécrivent le scénario à son goût. À un moment donné, Tracy a déclenché une bagarre physique, et lors d'une tirade émotionnelle, il aurait détruit tous les accessoires à proximité immédiate avant que les agents de sécurité ne puissent le maîtriser. Les dirigeants de Fox ont rencontré Tracy et l'ont averti de se comporter correctement sur son prochain film. L'acteur a immédiatement trouvé un bar et, après avoir bu pendant 4 heures, est retourné au bureau de Fox et a affronté ses patrons. Ils ont immédiatement mis fin à son contrat. Robert Mitchum s'est battu. Dans des films comme Les nerfs à vif, La nuit du chasseur et Pendez-moi, haut et court, l'acteur du Robert Mitchum jouait souvent des personnages intimidants et peu accessibles. Il était prêt à jouer dans Blood Alley de 1955 en tant que capitaine de navire marchand américain qui aide des paysans chinois à fuir vers Hong Kong. Robert Mitchum a été licencié après avoir retardé la production et refusé de s'excuser pour avoir créé des désaccords parmi le personnel de production. Un communiqué de presse distribué par Warner Brothers disait à l'époque, via Robert Mitchum, « Baby, I don't care », par Lee Server. Les journalistes de cinéma sont descendus sur le plateau de Blood Alley à San Rafael, Californie, où l'un d'eux a entendu un membre de l'équipe commenter que Mitchum était sous l'influence de drogue. Il marchait toujours à environ 15 cm du sol. Il a frappé un gars, un des chauffeurs, l'a jeté dans la baie, a failli le tuer. À la suite du licenciement et des spéculations, Mitchum a raconté sa version de l'histoire lors d'une conférence de presse tenue dans sa chambre de motel. « C'était tout le résultat de ma défense des petites gens », a déclaré Mitchum vêtu de ses sous-vêtements et buvant du vin à la bouteille. « Je veux qu'on les traite bien. » Mitchum avait manifestement plaidé pour certains membres de l'équipe qui ne recevaient pas les produits d'hygiène nécessaires de la part de Warner Brothers, et dans son discours, la confrontation sur cette question avait tourné à la violence, avec John Wayne en vedette dans Blood Alley à la place. L'apparition de Clint Eastwood a offensé les responsables, pour le meilleur ou pour le pire. Devenir une star de cinéma est autant une question de pur talent d'acteur que de qualité de performance. Les acteurs conventionnellement attirants
sont souvent élevés au rang de célébrités par les studios de cinéma, les réalisateurs et les publics réceptifs car ils possèdent une qualité de star difficile à définir, dans le sens où ils ressemblent simplement à ce qu'une star de cinéma devrait être. Clint Eastwood, un acteur rentable et une grande star de cinéma à partir des années 1960, a commencé comme figurant à Hollywood dans les années 1950 et sa carrière s'est presque terminée avant même de vraiment décoller. En 1959, Universal Studios a mis fin à son contrat avec Eastwood ainsi qu'avec l'acteur en herbe Burt Reynolds. Il parlait trop lentement, a déclaré Reynolds à Larry King Live de CNN en 2000. Judy Garland n'était pas en assez bonne santé pour jouer. Judy Garland était l'interprète de choix de MGM pour les grandes comédies musicales. Actrice captivante et chanteuse extrêmement talentueuse, Garland a joué dans de nombreux films classiques de chant et de danse, dont Le Magicien d'Oz en 1939 et Rendez-vous à Saint-Louis en 1944, quand MGM, le studio avec lequel Garland était sous contrat depuis une décennie et entré en production sur le musical de 1948, The Pirate. Garland a été choisi pour le rôle principal de Manuela. Pendant le tournage, Garland, qui luttait depuis longtemps contre la dépendance aux drogues, a fait une rechute complète, dépendant de divers médicaments pour dormir et rester éveillé. Cela a exacerbé les problèmes de santé mentale de Garland. L'actrice négligeait de se présenter au travail ou refusait de quitter sa loge si elle le faisait. Et, à son retour à Hollywood, elle commença à travailler sur la comédie musicale Annie du Far West, tireuse d'élite d'Annie Oakley, selon les dirigeants de MGM. Après un mois de tournage, le studio a licencié Garland et a fait venir Betty Hutton. La raison, elle arrivait trop souvent en retard sur le plateau et parfois en état d'ivresse, semblait avoir pris du poids et paraissait généralement trop épuisée et peu fiable. Ray Milland a refusé un rôle. Signé pour un contrat de 7 ans en 1934, Ray Milland est devenu un acteur principal polyvalent pour Paramount Pictures, presque toujours en vedette dans des films commercialisés comme légers, tels que des comédies, des westerns et des aventures. Ce fut quelque peu surprenant, même pour Milland lui-même, lorsque Paramount a choisi l'acteur pour Le Poison, un drame sombre et difficile sur un écrivain alcoolique qui s'engage dans une session de beuverie de 4 jours. « Je n'étais pas du tout sûr d'être prêt pour ça », a déclaré Milland à propos du film avant le début du tournage, via le Los Angeles Times. Il a perdu du poids pour le rôle, s'est saoulé en public pour de vrai et a passé la nuit dans une section de l'hôpital de New York pour les alcooliques sans abri. Milland a été bien récompensé pour son rôle avec un Oscar du meilleur acteur en 1946. Il pensait avoir transformé sa carrière et s'être tourné vers des rôles plus sérieux. Mais ses patrons de Paramount Pictures n'étaient pas nécessairement d'accord. En 1948, le studio lui ordonna de jouer dans un thriller appelé Bride of Vengeance. Milland refusa de se présenter sur le plateau, disant à Paramount qu'il pensait que le rôle était indigne de lui et que le film résultant ne serait pas très bon. Marilyn Monroe ne s'est pas présentée trop souvent. Marilyn Monroe est devenue une légende dans les années 1950, avec des rôles d'objets de désir dans des comédies comme Les hommes préfèrent les blondes, Comment épouser un millionnaire et Certains l'aiment chaud. En 1962, elle a commencé à travailler sur Something's Got to Give, de la 20th Century Fox. Monroe revenait d'une pause d'1 an et de chirurgie pour endométriose, luttant contre la dépendance aux drogues, et une hospitalisation pour dépression. Sur le tournage de Something's Got to Give, Monroe avait du mal à se souvenir de son texte, et les membres de l'équipe ont noté qu'elle semblait à la fois fortement droguée et profondément désespérée. Mais c'était si Monroe était présente. Elle se déclarait malade plus souvent qu'elle n'apparaissait, ses absences étant justifiées par des notes de ses médecins. En mai 1962, après avoir échoué à se présenter sur le plateau pendant plusieurs jours à cause d'une maladie, Monroe a chanté une version sexy de Happy Birthday au président John F. Kennedy, avec qui elle avait peut-être eu une aventure lors d'un événement à New York. George Cukor, le réalisateur de Something's Got to Give, qui avait donné à Monroe l'autorisation d'y assister des semaines plus tôt, s'est mis tellement en colère qu'il a demandé à Fox de renvoyer l'actrice pour ses absences fréquentes. Le studio, lui, a ensuite intenté un procès pour rupture de contrat de 750 000 $ après que son co-vedette Dean Martin ait refusé de travailler avec la remplaçante Lee Remick. Mais avant que le tournage ne reprenne, Monroe fut retrouvée chez elle, morte à l'âge de 36 ans, d'une overdose de drogue fatale,
et probablement intentionnelle. Loretta Young a tenté de défier le système des studios. Il aurait été extraordinairement scandaleux et potentiellement dévastateur pour la carrière d'un acteur hollywoodien célibataire de premier plan dans les années 1930 de donner naissance à un enfant. Selon une interview de BuzzFeed News avec la belle-fille de Loretta Young, en 1935, l'actrice est tombée enceinte à la suite d'une agression sexuelle par la mégastar Clark Gable, son co-vedette dans Call of the Wild. La Fox a exigé que Young avorte clandestinement de la grossesse. En tant que catholique romaine opposée au contrôle des naissances et à l'avortement, Young a refusé. Ainsi, le studio, avec lequel elle était sous contrat, inventa une histoire selon laquelle Young se remettait d'une maladie non précisée en Europe. Young rentra ensuite discrètement chez elle à Los Angeles et donna naissance à une petite fille, qu'elle adopta publiquement 19 mois plus tard. Sa carrière était de nouveau sur les rails en 1939 avec la ruse réussie. Young refuserait de nouveau de faire ce que son stu, et sa carrière en a souffert. Fox lui a offert un contrat de 5 ans d'une valeur de 2 millions de dollars, et Young a refusé de signer. En essayant de contourner le système de contrat, Young a cherché à conclure des accords avec des studios individuels. Cela n'a pas fonctionné. Indésirable pour presque tous les studios à Hollywood, pas seulement Fox, pour avoir défié leur façon de faire des affaires. Young n'a pu obtenir un rôle que dans un seul film, entre 1939 et 1941 pour United. Artiste. Ronald Reagan a critiqué son studio. Dans les années 1930 et 1940, Ronald Reagan était acteur sous contrat avec Warner Brothers. Jamais une grande attraction au box-office, ni un acteur particulièrement acclamé, Reagan a principalement joué dans des films de série B de second ordre, comme La Voix de la Tortue, Stallion Road et Piste, vers Santa Fe. En 1950, Reagan en avait assez du travail peu stimulant, et il l'a dit au reporter Bob Thomas. Il avait dû s'absenter du cinéma pendant la majeure partie de 1949 après s'être blessé à la jambe, et il prévoyait de prendre un nouveau départ dans son travail. Après avoir passé la majeure partie de l'année dernière au lit, je vais me concentrer sur ma carrière en 1950, a déclaré Reagan à Thomas à l'époque via Go Upstate. Et il y aura des changements. Je vais choisir mes propres films. J'en suis arrivé à la conclusion que je peux faire un aussi bon choix que le studio. Cette interview a été rapidement publiée et elle est passée entre les mains de Jack Warner, à la tête de Warner Brothers, l'employeur de Reagan. Furieux que Reagan critique les films de son studio, il écrivit à l'agent de Reagan, Lew Wasserman, pour confirmer la véracité de l'interview. Tout était vrai. Et donc plus tard cette année-là, lorsque le contrat de Reagan est venu pour renouvellement, Reagan est parti pour Universal, à l'époque considéré comme un studio de deuxième niveau, où il a tourné la comédie Bedtime for Bonzo, jouant aux côtés d'un chimpanzé. Gene Kelly s'est mise en colère et s'est blessé. Gene Kelly dominait le monde des comédies musicales à gros budget dans les années 1940 et 1950. Non seulement il a joué et dansé dans des films comme Escale à Hollywood, Un Américain à Paris et Chantons sous la pluie, mais il a aussi conçu et chorégraphié les numéros de danse élaborés de ses films. Lorsque la danse experte était un élément majeur des divertissements sur grand écran au milieu du XXe siècle, le seul véritable rival de Kelly était Fred Astaire, et en 1947, il perdit un rôle au profit de l'autre grand danseur, acteur, chanteur masculin d'Hollywood, en raison d'une blessure qu'il s'était infligée lui-même. Le tournage était prévu pour commencer sur Easter Parade en octobre 1947, et Kelly avait l'intention de passer 2 mois à préparer et chorégraphier les séquences de danse du film. Le jour où le scénariste Sidney Sheldon remettait le script final au réalisateur, il a été informé que Kelly s'était cassé la jambe. Kelly a dit aux dirigeants du studio MGM qu'il s'était blessé en pratiquant ses pas de danse. En réalité, il s'était cassé la cheville lors d'un match de volley-ball avec des amis. À chaque point que son équipe cédait à l'opposition, il a fini par donner un coup de pied dans le montant de porte voisin si fort qu'il s'est cassé un os. Kelly a demandé à MGM de se débarrasser de lui et de faire venir Astaire. Lita Grey est tombée enceinte du bébé du réalisateur. Icône du cinéma muet, Charlie Chaplin a écrit et réalisé plusieurs de ses films, y compris la comédie d'aventure de 1925 La ruée vers l'or. Il a également joué le rôle du prospecteur solitaire, une variation de son célèbre personnage du vagabond misérable. Chaplin a confié le seul rôle féminin significatif dans La ruée
vers l'or Alita Gray, de son vrai nom, Lilita McMurray, qui à l'époque n'avait joué que dans 2 films, Charlot et le Masque de Fer et Le Gosse. Ils étaient tous les 2 des films de Chaplin, et Gray avait environ 12 ans lorsqu'ils ont été produits. Elle avait 15 ans quand Chaplin l'a engagée avec un contrat, l'a placée dans la ruée vers l'or et a commencé une relation avec elle. 6 mois après le début du tournage, Gray est tombée enceinte de l'enfant de Chaplin. Pour éviter des accusations de viol sur mineurs, Chaplin a épousé Gray lors d'une cérémonie secrète au Mexique. L'agent publicitaire de Chaplin, Jim Tully, a déclaré aux journalistes que Gray avait quitté non seulement la ruée vers l'or, mais également le métier d'actrice, souhaitant passer ses journées à chérir son nouveau mari. Le monde n'était pas encore au courant que Gray était enceinte ou qu'elle l'était devenue hors mariage. Parce qu'elle montrerait les effets physiques au fur et à mesure du tournage, Chaplin avait en fait renvoyé sa jeune épouse de la ruée vers l'or et l'avait ensuite remplacée dans le film par l'actrice Georgia Hale.